Voilà, ça y est? Oui, parfait. Super. Bon, ben, bonjour tout le monde. Donc oui, Nicolas Chady, pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie, membre du groupe là, permanent avec ECHO. Mais aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est quand même relié de plusieurs façons à la consommation de substances, mais vraiment pour vous donner un survol, en fait, de la diversité de genre chez les jeunes, pour vous partager certains concepts de base, certaines notions qui pourraient être utiles, je crois, là, dans le travail avec la patientèle en diversité de genre. Puis je commence aussi à me présenter en présentant mes pronoms, qui sont les pronoms masculins. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à la présentation, mais je suis bien conscient que je suis une personne cisgenre, donc pour qui l'identité de genre concorde avec le sexe à la naissance. Donc, je n'ai pas l'expérience personnelle vécue de la diversité de genre. Donc, je vous parle de cette perspective-là aujourd'hui. Beaucoup d'objectifs, on va passer plusieurs concepts, puis vous aurez accès à mes diapos, mais on va parler de concepts de base là, pour la formation, l'exploration, l'expression de l'identité de genre chez les jeunes, parler de l'approche interdisciplinaire pour accompagner les jeunes de la diversité de genre, parler de grandes lignes de l'approche en affirmation de genre, et puis ensuite parler d'une approche inclusive, respectueuse de la patientèle. Donc, c'est difficile pour moi de parler de diversité de genre sans démystifier certains termes et parler de certaines abréviations. Donc, dans toutes ces déclinaisons, LGBTQ+, commençant par deux S et tout ça, c'est une façon de mettre ensemble des termes qui se rapportent à la fois à la diversité sexuelle et de genre. Puis, je vais essayer de quand même vous laisser avec la démystification de ces termes-là. On a vu dans la vignette qui vient de passer que la jeune personne s'identifiait comme bi. Puis ça, c'est vraiment un terme qui s'attarde là ou s'apparente à l'orientation aux préférences sexuelles. Puis dans cette version-là du LGBT, ben en fait, les premiers termes en haut, LGB, on parle de notre attirance, orientation sexuelle, mais plus on descend, plus on parle plutôt de l'identité sexuelle, là, donc par rapport à ou l'identité de genre, si on veut, là, qui se rapporte à un autre concept. Donc, qu'est-ce que c'est de l'identité de genre finalement? C'est vraiment un sentiment, une perception qui est intime, qui est profonde, qu'une personne a de soi-même par rapport au genre, de s'identifier comme fille, garçon ou autre. L'expression, c'est ce qu'on choisit de démontrer au monde extérieur. Donc, vraiment comment on va afficher notre genre par des normes plutôt ou des moyens plutôt de façon sociale ou cosmétique ou esthétique et autres, incluant le choix de nos pronoms puis nos prénoms. Et comme je disais, l'orientation sexuelle et ou l'attirance romantique et physique, mais là, ça fait vraiment référence à comment on est en relation avec une autre personne puis ce qui nous attire. Donc, c'est peut-être des termes avec lesquels vous êtes très familiers, peut-être un peu moins. Là, je vais aller quand même vite, mais je vous en mentionne quelques-uns. Une personne cisgenre, donc cis, c'est le préfixe là, qui veut dire concordant. Donc, le sexe concorde avec notre identité. Ça fait opposition au terme parapluie transgenre, qui se réfère à toute personne pour qui l'identité de genre ne concorde pas. Et puis, le terme transgenre va inclure beaucoup d'autres termes, comme par exemple non-binaire ou trans-homme, trans-fille et plusieurs autres. Non-binaire, donc, ça fait référence à une personne pour qui l'identité de genre n'est pas complètement masculine ou féminine. Ça peut être quelque part entre les deux. Ça peut être même à l'extérieur là, d'un spectre vraiment binaire, homme-femme ou garçon-fille. Une identité fluide, c'est vraiment là où on a une variation, un changement de comment on s'identifie à l'intérieur de soi. On peut aussi utiliser le terme fluide pour parler de l'orientation sexuelle ou de l'expression. Mais quand c'est l'identité, c'est vraiment le volet plus intime. Puis une personne qui se dirait neutre ou à genre au niveau de son identité, c'est quelqu'un qui manifesterait pas ou se verrait pas, se représenterait pas avec des aspects plutôt comme homme-femme ou stéréotypés dans la société, donc à l'extérieur des normes de genre. Autres termes qui sont différents. Le sexe. Le sexe, c'est notre biologie, c'est nos chromosomes. On est né d'un certain sexe basé sur nos organes donc reproducteurs masculins et féminins. Et c'est donc différent de l'identité de genre, là, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Puis les personnes intersexes, on fait vraiment référence à des caractéristiques biologiques à la fois féminines et masculines qui pourraient se retrouver dans une même personne. J'utilise un outil que vous avez probablement ou peut-être déjà croisé quelque part. Il y a plusieurs variations de ça. La licorne de genre, c'est une façon de bien résumer ou mettre ensemble les différents concepts. C'est pas le seul outil, il y en a d'autres. Mais pour les personnes qui sont à l'aise d'utiliser des notions de spectre pour parler de leur identité ou de leur expression, ça peut être très utile. Donc, une personne peut se dire, je suis un peu fille, beaucoup garçon, puis des fois autre chose. On peut le placer. Il y a une version interactive en allant sur Google là, pour le faire en compagnie là, d'une jeune personne, on peut l'imprimer, on peut le garder dans nos dossiers. Tout ça, ça peut être un bel outil d'exploration. Puis ça peut aussi aider à démystifier certaines choses qui parfois sont aidantes dans le cadre d'un suivi. Donc, je vous ai présenté quelques mots. Il y en a beaucoup d'autres. La langue française, on le sait, c'est compliqué, mais en ce qui a trait à la diversité de genre, les termes évoluent constamment, puis il y a beaucoup de termes qui sont tirés de l'anglais. Donc, ça peut être intéressant puis important de demander aux personnes avec qui on travaille, quand ils utilisent un certain terme, mais ça veut dire quoi pour eux, pour elles, ce terme-là? Comment ils l'utilisent? Parce que des fois, même les définitions peuvent changer.
c'est important puis intéressant quand on veut créer un climat là, qui est acceptant de se présenter en utilisant nos pronoms, puis de demander, puis de s'intéresser aux prénoms ou aux surnoms qui est utilisé par la personne qui est en interaction avec nous. Puis on veut aussi clarifier les accords. Il y a des personnes qui vont se dire non-binaires ou d'une identité masculine ou féminine, mais vont préférer on n'accorde pas au féminin ou au masculin ou même qu'on alterne. Puis ça peut mener vraiment à des conversations qui sont plus confortables. Puis comme je le disais, ben donc, quand même d'être curieux puis d'essayer de mieux comprendre là, quels sont les termes, sachant qu'il y a des personnes qui vont préférer ne pas utiliser de certains termes ou certaines étiquettes pour parler de qui ils sont au niveau de leur identité. Puis des fois, on va se tromper. Des fois, une personne préfère le masculin, on va utiliser le féminin, basé sur une expression des fois qui ne peut pas nécessairement concorder avec ce qui est demandé. On s'excuse, on passe à autre chose, puis on essaie de garder ça en tête. Je vais passer vers des termes un peu plus médicaux. Puis pour vous parler vraiment de quelque chose qui est important, la dysphorie de genre, c'est le sentiment de détresse qui a un impact sur le fonctionnement qu'on retrouve chez certaines, mais pas toutes les personnes transgenres ou de la diversité de genre. Donc, dans le grand livre des diagnostics de la santé mentale, le DSM-5, on parle de dysphorie de genre chez les enfants et chez les ados comme une pathologie, comme quelque chose qui amène un problème, quelque chose de négatif. Je vous ai mis des critères en résumé, mais en gros, il faut que ça soit persistant dans le temps, il faut que ça soit lié au fait qu'on a une incongruence entre le sexe et l'identité de genre et qu'il y ait de la détresse. Mais de dire que toutes les personnes trans ont une dysphorie de genre, ce serait faux, parce qu'il y a des personnes trans qui vivent avec une incongruence, mais qui sont bien soutenues, bien adaptées avec tout ça, puis ont quand même cette persistance-là entre le sexe à la naissance et l'identité qui ne sont pas pareilles, mais qui n'ont pas la composante de détresse. Donc, si on veut utiliser un terme qui est plus englobant, ça serait l'incongruence de genre, qui est aussi un terme médical pour parler de la transidentité ou de la dysphorie de genre, diversité de genre. Ça se développe comment, ça, notre concept, notre identité au niveau du genre? Bien, on sait que depuis très jeune, un enfant va commencer à comprendre, bon, c'est quoi un garçon, c'est quoi une fille, puis là, on est plus dans le concret, dans le sexe, mais après ça, vers 3, 4, 5 ans, bien, on s'aperçoit qu'il y a certains comportements autour de nous. Maman fait ci, papa fait ça, puis on tombe beaucoup dans les stéréotypes, mais les enfants sont capables de nommer leur genre comme il est présupposé, hein, concordant avec leur sexe à partir de l'âge de 3, 4 ans. Puis ça devient de plus en plus stable plus on évolue dans l'enfance. Puis il peut y avoir une expression quand même assez claire de certaines préférences. Puis sans généraliser, bien, très souvent, les enfants vont aller vers des enfants de même sexe qui ont aussi une identité de genre qui est comme décrite comme étant concordante. Et puis, jusqu'à la puberté, bien, il y a souvent une phase de latence où cette identité-là de genre n'est pas tellement questionnée. Pour certaines personnes, elle l'est. Pour certains jeunes enfants, il y a déjà une dysphorie de genre à un très jeune âge. Mais pour beaucoup, c'est vraiment la puberté que les questions, que l'inconfort ou la détresse peut émerger quand le corps change. On part d'un corps d'enfant vers un corps d'adulte avec les caractéristiques secondaires. Donc, à l'adolescence, en 2024, ben, c'est souvent une période où on devient très curieux, on cherche de l'information. On la cherche partout, parmi les pairs, parmi les médias sociaux, parmi les ateliers de formation à l'école, ou les adultes ou les jeunes de confiance autour de nous. Et puis, ça arrive en parallèle avec la puberté qui peut aller vite. La voix change, les courbes, la forme du corps change aussi. Puis, ça peut développer une certaine peur, une certaine crainte qui peut être liée ou non à notre identité de genre. Il y a des jeunes personnes qui ont peur de grandir pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes trans nécessairement. Donc, ça fait partie du processus d'apprendre à se connaître comme ado. Et puis, ben, quand il y a une détresse où on tombe vraiment dans la dysphorie de genre, ben, il peut y avoir effectivement une détresse qui est très, très intense. Puis, il y a des ados qui vont être très bien informés, qui vont dire, moi, je ne me sens pas bien, j'ai une dysphorie de genre et voici ce que je veux, des hormones, des chirurgies, etc. Donc, on peut avoir, en interaction avec nous là, dans notre pratique, des ados qui, depuis longtemps ou depuis pas longtemps, ont un sentiment de dysphorie de genre, mais savent très bien articuler des choses qui sont possibles pour eux, pour elles autour d'eux. Et on sait que, ben, actuellement, il y a de plus en plus de jeunes personnes qui vont vivre dans une identité de genre qui ne concorde pas avec leur sexe à la naissance et puis l'exprimer de cette façon-là. Des chiffres. Je vous parle de 3 catégories de chiffres parce qu'il y en a plein des chiffres qui circulent par rapport aux personnes de la diversité de genre, mais quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est vraiment pendant l'enfance et l'adolescence qu'on commence à se poser les questions par rapport au genre. Il y a 90% des personnes trans qui vont dire, je l'ai su avant 19 ans là, que j'étais une personne de la diversité de genre. Donc, on est vraiment dans ce groupe d'âge-là. Dans les études population américaine, population canadienne, on voit qu'on est à peu près dans le 0,5 à 1% de la population chez les ados et jeunes adultes qui vont s'identifier comme transgenres. Puis là, là-dedans, on va inclure les identités non binaires. Les données du recensement canadien, qui inclut des données sur le Québec, ont montré en 2021 que chez les 15-34, c'est 0,5% de la population qui s'identifie comme trans non binaire, donc une personne sur 200.
Puis plus on avance en âge, moins c'est fréquent. Puis là, on peut se poser la question pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est moins accepté, que c'est plus tabou? C'est des choses qui finalement, avec l'âge, changent, évoluent et tout ça? Ben, c'est des questions qui restent encore sans réponse complète. Puis on sait aussi que selon la région où on se trouve, il y a des taux qui sont variables. Donc au Saguenay, on a des taux 3, 4, 5 fois plus bas qu'à Montréal, par exemple. Puis est-ce que encore là, c'est un reflet de comment ça se vit au niveau de la société, au niveau de l'acceptation? Bien, ça aussi, c'est des questions qui se posent. Bon, j'arrive avec des parallèles un petit peu plus directs avec notre écho en troubles concomitants jeunesse. On le sait, qu'une personne qui a une identité de genre qui n'est pas cisgenre a 2 à 3 fois plus de chances d'avoir une panoplie de problématiques liées à la santé mentale. Dépression, anxiété, estime de soi qui est déficiente, abus ou utilisation problématique de substances, comportement sexuel à risque, trauma, automutilation, idées suicidaires et tout ça. Ce n'est pas parce qu'on est une personne trans qu'on va avoir des problèmes de santé mentale. Mais si on est une personne trans, statistiquement parlant, au niveau de la population, il y a beaucoup plus de chances qu'on en vive à un moment ou à un autre. Puis je vais arriver dans la diapo après pour pouvoir expliquer certaines de ces raisons-là. Puis on sait que chez les ados spécifiquement, les tentatives suicidaires sont particulièrement élevées chez les personnes de la diversité de genre. Puis on parle d'à peu près la moitié des personnes transgenres qui disent avoir fait une tentative suicidaire à l'adolescence versus 5 à 10 pour l'ensemble des ados. Donc beaucoup plus élevé. Le stress minoritaire, peut-être quelque chose que vous connaissez, on vous en a peut-être déjà parlé, une grande théorie de notre époque qui parle en fait des minorités en général dans la société, mais pour les minorités par rapport aux gens, on sait qu'il y a plusieurs facteurs de stress externes qui vont contribuer à une surreprésentation des problématiques au niveau de la santé mentale ou des difficultés qui sont liées à des choses qui se passent en société. Donc, une personne qui est en minorité va plus souvent être discriminée, rejetée, victimisée, puis non acceptée. Ce qui peut mener à des facteurs internes, donc on se sent moins bien par rapport à tout ça, on anticipe des événements négatifs, on veut se cacher et tout ça. Puis, évidemment, ben, il y a des facteurs qui peuvent nous protéger de ça, des facteurs de résilience, une certaine fierté, une communauté qui nous soutient. Donc, clairement, il y a des effets de l'identité de genre qui sont liés à ce qui se passe en société, qui peuvent nous expliquer en partie pourquoi, comme personne trans ou la diversité de genre, on vit certaines choses. Le beau côté de cette histoire-là, c'est que si on est dans un milieu, dans une famille qui nous soutient, puis on est un ado, puis on se questionne par rapport à notre identité, ben c'est très, 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 très favorisant. Donc, en bleu, en jaune, des jeunes qui ont versus qui n'ont pas un soutien parental au niveau de leur identité, ben, on voit qu'il y a des différences drastiques au niveau de notre estime de soi, de nos problèmes de santé mentale, puis aussi là, de notre fonctionnement en général. Donc, ça, c'est clairement démontré. On veut soutenir les jeunes personnes par rapport à leur identité. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement concrètement pour soutenir les personnes de la diversité de genre, qu'ils soient ados ou jeunes adultes, ou même plus tard dans l'âge adulte? Bien, il y a une approche qui est l'approche d'affirmation de genre, qui est vraiment le modèle qui est préconisé en Amérique du Nord. Puis là, je vais clarifier ce terme. Parce que qu'est-ce qu'on veut dire par une approche affirmative ou une approche d'affirmation de genre? Ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une approche où le ou la professionnelle va affirmer pour la personne ce que devrait être leur genre ou leur identité. Au contraire, c'est une approche visée sur l'empowerment, sur le fait que la personne qui est devant nous est la personne experte de son vécu puis de son identité. Donc, on ne peut pas se mettre dans la tête d'une personne pour décrire leur identité. C'est un concept qui est intime et profond, mais on peut les écouter puis savoir qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous partager. Donc, c'est vraiment construit sur une vision du genre qui est non pathologisante, qui n'est pas nécessairement binaire, puis qui vise à respecter l'autodétermination des personnes et leur expérience. Donc, ce serait dans cette perspective-là normal d'explorer notre genre, la variation possible de notre parcours pour mieux se développer. Et puis, les étapes liées à une certaine transition ou affirmation du genre, bien, c'est possible selon les désirs et selon les circonstances, puis ça peut avoir un impact positif sur le développement futur. Donc, c'est une vision qui est systémique, qui implique la personne, mais aussi le milieu, comme on l'a vu, un milieu supportant amène un meilleur soutien, des meilleurs outcomes, puis tous les professionnels qui sont impliqués éventuellement. Donc, il y a des documents de guidance pour nous aider comme professionnels à mieux soutenir l'identité de genre. Il y a des documents pédiatriques maintenant canadiens. L'approche d'affirmation de genre est décrite par la Société canadienne de pédiatrie. Il y a un document international qui est maintenant, et j'en suis fier, traduit en français, les standards de la World Professional Association for Transgender Health. J'ai le privilège de participer à la traduction de ce document lourd de 200 pages. Mais donc, qu'est-ce que ça dit là-dedans finalement? Ben oui, c'est ça. C'est les approches d'affirmation qui permettent d'explorer, de donner un milieu supportant, puis de reconnaître les besoins de chaque jeune personne pour mieux réconcilier ça avec les valeurs et les croyances qui pourraient graviter autour d'eux, autour d'elle.
Et puis, un principe important en médecine généralement, mais vraiment en identité de genre, le consentement éclairé. Pour faire un choix, pour savoir ce qui est le mieux pour nous au niveau de notre identité, il faut avoir accès à de l'information, puis il faut savoir quelles sont nos options pour vraiment prendre une décision qui serait libre. Et puis, on le voit par de plus en plus de recherches que dans les bonnes conditions et quand on a effectivement les conditions pour faire un consentement éclairé, bien, le fait d'affirmer notre genre au niveau médical, par exemple, ça peut amener des effets bénéfiques sur la santé puis le bien-être. Il faut travailler quand on est dans les questions liées aux substances, mais aussi certainement par rapport à l'identité de genre en interdisciplinarité pour être capable d'aller répondre à tous les besoins. Puis très souvent, pour les ados, pour les jeunes adultes, on a besoin de créer un village, un cercle de soutien qui va au-delà de la famille, d'un ou d'une professionnelle, puis qui va vraiment être centré sur les besoins de chaque personne. Donc, ne pas hésiter à référer vers des services en communauté qui touchent à plusieurs sphères de la santé puis du bien-être. Ça peut avoir des tentacules en communauté avec des organismes au niveau des substances, au niveau de la santé mentale, dans le milieu scolaire ou au milieu de travail, là, si on est plus dans cette tranche d'âge-là, et différents professionnels de la santé qui pourront être impliqués pour la santé physique ou la santé mentale, dépendamment de ce qui est dans les besoins. Puis très souvent, malheureusement, on le sait, il y a beaucoup plus d'abus puis de violences chez les personnes de la diversité de genre, donc chez les plus jeunes. L'implication de la DPJ peut être très aidante, peut aussi être une source de stress, mais il faut souvent travailler en collaboration. Donc, si on parle de l'affirmation de genre, comment on peut affirmer notre identité pour que cette fameuse identité-là soit plus concordante avec comment on a l'air finalement de notre apparence extérieure? Bien, on peut faire des changements au niveau social, au niveau légal, puis au niveau médical. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais faire un survol. Et puis, chaque parcours vraiment est différent. Donc, c'est pas parce qu'on est une personne trans qu'on va faire dans les trois différentes boîtes ou qu'on va faire une et pas l'autre. C'est vraiment un parcours personnel. Donc, au plan social, qu'est-ce qu'on peut faire pour affirmer notre genre? Ben, j'ai déjà mentionné des choses. On peut annoncer autour de nous, changer notre prénom, nos pronoms, puis décider ben, quel genre de lieu on se trouve, des lieux genrés comme les toilettes, les vestiaires, etc. Il y a plusieurs changements plus esthétiques ou cosmétiques qui peuvent être faits, maquillage, épilation, camouflage, modelage des organes génitaux, par exemple des binders ou vêtements compressifs pour le haut du corps pour les jeunes nés de sexe féminin. Ça peut faire beaucoup pour nous sentir plus à l'aise là, dans notre environnement. Il y a des vêtements aussi plus pour modeler l'apparence d'organes génitaux masculins, par exemple, etc. Et puis, il y a des choses comme le coaching vocal qui peut nous aider à réduire la détresse pour les jeunes nés de sexe masculin, principalement. La transition légale au Québec, depuis quelques années, c'est quelque chose qui peut se faire gratuitement et puis on n'a pas besoin de faire des changements médicaux pour changer notre nom ou notre marqueur de sexe au niveau de la loi. Donc, ça peut être fait à tout âge, en fait. La seule chose qui diffère, c'est si c'est les parents pour les moins de 14 ans, les parents et ou les ados qui le font à 14-17 ans, puis ensuite la personne adulte qui le fait seule. Ça prend quand même une lettre de soutien d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé mentale ou un médecin pour dire qu'on a été évalué au niveau de notre identité pour pouvoir faire ce changement-là gratuitement avec l'état civil. Et puis maintenant, ben, il y en a la possibilité au niveau du marqueur de sexe d'utiliser la mention X et non seulement le F et le M pour représenter là, finalement les identités qui sont plus non-binaires. Il y a plein d'informations là-dessus sur le site de l'État civil. Donc, quels sont les formulaires? Puis, il faut que les formulaires remplis par la personne soient assermentés par un commissaire à l'assermentation. Donc, ça, c'est aussi disponible en ligne. Donc, au plan médical, trois grandes catégories de choses qu'on peut faire. Des interventions qui sont réversibles, semi-réversibles et non réversibles. Puis donc, dans le réversible, des choses qui seraient plus au début de la puberté ou de l'adolescence, donc bloquer, stopper la puberté pour se donner plus de temps, plus d'espace pour réfléchir. Ou si on est un peu plus tard, puis on est né de sexe féminin, supprimer ou bloquer les menstruations avec un contraceptif pour nous donner un peu de temps, là, puis ne pas avoir à avoir nos menstruations constamment. Les interventions semi-réversibles, c'est plus ce qui touche aux hormones. Donc, il y a certains changements qui restent, d'autres qui ne restent pas si on arrête. Puis les interventions qui ne le sont pas, c'est vraiment les chirurgies au niveau des caractéristiques qui sont rapportées au sexe. Donc, suppression menstruelle, je l'ai mentionné. Si on est médecin ou infirmier, infirmière, puis on peut prescrire ce genre de choses-là, ça peut faire quand même un bon bout de chemin pour réduire la détresse ou la dysphorie pour certaines personnes. On peut prendre un contraceptif en continu, que ce soit une pilule ou d'autres méthodes, avec une ou deux différentes hormones. Puis si on n'est pas médecin ou on ne prescrit pas, on peut quand même le suggérer puis proposer à la personne d'aller consulter un professionnel de la santé pour avoir ça. Il y a d'autres formes comme des injections, par exemple, là, de Depo-Provera qui sont aussi souvent très efficaces pour grandement diminuer ou complètement supprimer les menstruations. Ensuite de ça, les bloqueurs de puberté, j'ai mentionné, c'est quelque chose finalement qui est un peu comme mettre sur pause le déroulement de la puberté.
les effets sur la puberté sont entièrement réversibles, mais il faut savoir qu'il y a quand même des effets secondaires par rapport à ces traitements-là. Et ce sont des traitements qui sont couverts par la RAMQ, mais qui nécessitent d'avoir quand même débuté une certaine puberté. Et puis, ce que ça peut faire, c'est donner du temps, de l'espace pour mieux se connaître, mieux réfléchir et savoir ultimement, à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme apparence, comme caractéristique. L'hormonothérapie, c'est un grand sujet aussi, puis savoir quand et comment est le moment de parler ou de débuter tout ça. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on veut prendre des hormones du sexe biologique qui est opposé pour nous donner des caractéristiques soit plus féminines ou masculines, entre guillemets, ou un peu moins apparentes au niveau d'un sexe ou de l'autre. Et puis, ça demande quand même une évaluation au niveau biopsychosocial pour être certain qu'il n'y a pas de facteurs confondants, il n'y a pas de choses qui pourraient porter entrave à cette décision libre et éclairée-là de savoir, oui, c'est la bonne décision pour moi maintenant. Il n'y a pas de limite d'âge, mais habituellement, il faut avoir un certain niveau de maturité qui arrive milieu-fin de l'adolescence. Et puis, il faut avoir quand même démontré aussi certains aspects de transition, d'affirmation de genre au niveau social pour savoir, mais tu sais, si on a des changements qui sont visibles et apparents, est-ce qu'on va être bien en société avec tout ça? Donc, j'ai des tableaux qui sont dans mes diapos, puis c'est écrit tout petit. Donc, si vous voulez, vous avez un intérêt, vous pourriez y retourner, là. Mais en fait, il y a une panoplie d'effets qui se passent sur une période de plusieurs années. Donc, quand on prend des estrogènes ou de la testostérone, et c'est des effets qui sont vraiment un peu apparentés à ce qu'on verrait dans une puberté qui se passe au cours des années. Donc, même chose, là, un tableau un peu pour la testo. Donc, je vais parler dans les détails de tout ça, mais des changements, comme j'ai déjà mentionné certains, le changement de la voix, changement de la distribution des gras, de la silhouette et tout ça. Croissance de la poitrine, là, si on prend des estrogènes. Et puis, finalement, les interventions chirurgicales, c'est des choses qui sont payées par la RAMQ pour deux chirurgies. Donc, les chirurgies du haut du corps, mastectomie pour les jeunes, les personnes nées de sexe féminin, puis les chirurgies génitales pour les deux sexes. Et puis, ben, c'est quand même recommandé d'avoir vécu socialement dans notre identité de genre, puis d'avoir commencé des hormones avant, si c'est dans notre parcours et dans notre vision de notre identité. Il y a des personnes qui ne prennent pas d'hormones, mais vont aller vers les chirurgies, et c'est possible. Et puis, donc, selon ces critères-là et certains autres, ben, incluant l'appui de professionnels en santé mentale et en diversité de genre, pourront donner accès à ces chirurgies-là. Et la majorité des chirurgies se font à Montréal, en fait, au Canada, dans un centre spécialisé qui est couvert par la RAMQ. Donc, ultimement, l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'être capable de s'épanouir comme personne, peu importe notre identité, et savoir que chaque parcours est unique. Puis il faut quand même s'assurer que le fonctionnement se poursuit bien à toutes les étapes. Donc, je vais faire une petite parenthèse avant d'arriver pour des questions. On en parle quand même dans les médias. Il y a des parcours de transition, mais il y a aussi des parcours de détransition et de retransition dans une plus petite minorité. Comme les parcours sont uniques puis pas nécessairement linéaires, on peut aller vers certaines démarches puis ensuite apprendre à mieux se connaître puis aller vers d'autres parcours. Ça ne veut pas dire qu'on détransitionne ou on retransitionne ou que notre identité change, qu'on a des regrets, mais ça peut venir avec des regrets. Puis ça demeure quand même une minorité des patients, des patientes. Quand c'est pour la chirurgie, les taux de regrets sont quand même bas selon les études. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui détransitionnent ou retransitionnent sont souvent hautement stigmatisées. On sait qu'il y a un stress minoritaire pour les personnes trans ou de la diversité, mais pensons à une personne qui perd ou encore n'a plus ses repères au niveau transidentité, puis se trouve dans un espace un peu entre tout ça en période de détransition. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont impacter les décisions par rapport à la détransition, les pressions sociales, les facteurs psychologiques, des fois certains enjeux liés au traitement des effets secondaires et tout ça. Ça devient vite complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut porter une écoute attentive aux besoins de ces personnes-là, puis pas hésiter à référer vers les différents services. Donc, il y a une liste de conseils, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en pratique pour être plus acceptant, pour offrir un environnement qui est bienveillant pour les personnes de la diversité de genre, comprendre un peu ce que je vous expliquais par rapport au stress minoritaire, savoir que le climat politique n'est pas toujours si facile pour les personnes trans avec des politiques des fois drastiques qui changent l'accès à certaines choses, d'utiliser prénoms, pronoms, vocabulaire inclusif, savoir que la confidentialité, c'est quelque chose de sensible, surtout chez les ados. Des fois, les ados vont dire des choses, divulguer beaucoup à un professionnel, une professionnelle par rapport à leur identité, mais ne pas avoir fait ce bout de chemin-là avec leurs parents ou leur famille. Connaître des ressources, savoir qu'il y a des organismes communautaires dans toutes les régions au Québec pour les personnes de la diversité de genre. Il y a des cliniques spécialisées, par exemple, à Sainte-Justine pour les moins de 18 ans. À l'adulte, il y a plusieurs cliniques de santé sexuelle aussi dans différentes régions. Il faut être à l'écoute et sans jugement, savoir, comme on mentionnait avec l'approche affirmative, que c'est basé sur le vécu de chaque personne, puis savoir qu'il peut y avoir quand même des impacts des traitements d'affirmation qui se manifestent de plusieurs façons travailler en interdisciplinarité, donc avec les professionnels, puis essayer de rendre notre espace le plus inclusif possible. Les toilettes très genrées, c'est souvent des choses qui rendent les visites en clinique ou dans certains espaces inconfortables pour certaines personnes. Donc, je conclue en disant que la diversité de genre, c'est pas une pathologie. On l'a dit, la dysphorie, c'est un diagnostic pathologique, mais l'incongruence puis le fait de vivre avec une différente identité, c'est pas une pathologie. Chaque parcours est unique. C'est important de respecter le vécu puis l'autodétermination de chaque personne.
On veut savoir quels sont les pronoms qui sont utilisés par les personnes avec qui on interagit, puis finalement viser vraiment l'épanouissement des différentes personnes. Donc, je vous laisse avec plusieurs ressources, là, des ressources plus professionnelles, des guides de pratique si vous voulez en lire plus là-dessus, savoir comment mieux soutenir dans le contexte là, d'une pratique dépendamment de votre profession. On a un programme de télémentorat éco à Sainte-Justine en diversité de genre. Peut-être des personnes qui sont ici l'ont déjà suivi ou le suivent actuellement. Là, je ne vois pas qui est ici aujourd'hui, mais c'est un programme qui se donne chaque automne puis qui peut permettre là, vraiment d'avoir les bases de la prise en charge puis l'accompagnement pour les enfants, les ados en diversité de genre. Donc, je vous invite sur le site à aller voir ça si ça vous intéresse. Puis, ben, comme je mentionnais, il y a une panoplie de différents organismes dans les différentes régions pour le soutien aux personnes de la diversité de genre. Je vous laisse plein d'autres ressources ici pour les jeunes, les parents, les familles, en espérant que ça sera utile. Puis, je m'arrête ici pour laisser un peu de temps pour les questions. Ah, ben, merci.